compte. Quand la corde est tendue, tu peux y aller. C'est bon. Vas-y. Tu penses enlever la dégaine, Flore? Non. Ok. T'as vu si on est tranquille là? Ouais. On s'est éloigné du monde. Vas-y. Tiens, t'as 4 mètres là si tu veux. Et en montagne, c'est un peu comme ça. On découvre des tas de nouveaux horizons et on partage tout. C'est pour ça que t'as fait cette traversée des Alpes? Oh, entre autres, hein. Écoute, on est bien là. Tu veux que je te raconte? Oui. On est parti le 25 août de Chamonix avec Patrick Edlinger. Bah, tu le connais, Patrick, c'est celui avec qui j'ai partagé plus de 3 ans d'escalade au jour le jour. Et c'est celui qui en France a fait connaître l'escalade au grand public. Alors on est allé jusqu'en Slovénie et là on a posé la bagnole. Et c'était parti pour 2000 à 2500 km de marche et d'escalade à travers les Alpes. Et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est la météo et les conditions qui allaient décider pour nous. La 60. Ok. Les dégaines. Frontale, t'as mis une légère toi ou pas? On la prend pour demain? 5h30 mon gars. Tu te lèves jamais à 5h30. Le lever, ça se voit quoi. mais le lever à 5h30. Quoi? Mais on va partir à 6h30. Non, il a dit lever 5h30, départ un quart d'heure après. Non. Ah bah écoute, c'est ton collègue, hein. Non. T'es brouillé. Là, tu ouvres et tu as la vision de l'image là, avec marqué stand-by, donc là, t'as l'arrêt. Pour déclencher, donc tu appuies sur le rouge, je le fais juste 2 secondes. Tac, record. En Slovénie, on a retrouvé Thomas Soumar, un himalayiste slovène que j'ai connu quelques jours avant à Chamonix, et son ami Zumba. Et tous les 4, avec Patrick, on a gravi la première paroi de cette traversée des Alpes, la face nord du Triglav. Vous avez trouvé des bonnes conditions? Écoute, oui, on a trouvé des bonnes conditions. D'abord, c'était le 27 août, donc c'était l'été. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. Et puis, c'est pas trop, donc tu trouves pas, il n'y a pas de neige ni de glace. Zumba, the difficulty of the route, it's maximum, it's No. 7? 7, yes. 7, hein? 7 and 6 plus. And 6 plus. Et la roche, bon, je sais pas, elle m'a l'air pas si mauvaise que ça. Right side. Patrick, smile, you're in the candid camera. Et le sommet du Triglav est très réputé en Slovénie. Ils disent même que si tu n'as pas gravi le Triglav, t'es pas considéré vraiment comme un citoyen slovène. Bon, les gens en général la gravissent par l'autre versant, qui est beaucoup plus facile et équipé d'une via ferrate. C'est pas les moulinettes là. De toute façon, l'alpinisme, c'est l'adaptation de la nature à toutes les natures rocheuses. Hein. Voilà. Ah. Avec le casque, c'est mignon. Le casque, la boucle, putain. On en ferait, Vrai, on le croquerait quoi. je vais la perdre. Pourquoi? C'est ta chérie de vrai? Oui, c'est vieux. Ah. Histoire. C'est une vieille histoire. Mais en fait, je la trouve belle la boucle. L'histoire était pas bonne, mais la boucle est belle. Oh, du coup, je l'ai gardée. Et il y avait ce jour-là un monde incroyable. J'ai jamais vu autant de monde en montagne. Et ils vont faire quoi en haut? Eh ben, si tu veux, c'est important pour eux, en tant que citoyens slovènes, de gravir ce sommet-là, qui est le sommet le plus haut de Slovénie, et qui est en même temps le sommet emblématique, porte-drapeau de la Slovénie. What to say? Great day, and hopefully that Patrick
we'll have the same lucky and the same great days after in Traverse to Alps. Et ensuite, vous êtes allé où? Alors ensuite, il a fallu marcher pas mal, même beaucoup, 10 jours à peu près, pour rejoindre les deux autres sommets, Cima Ovest et Cima Grande, dans les Dolomites. Là, on est sur la frontière slovéno-italienne. On a traversé les Alpes juliennes, en Slovénie, passé la frontière slovéno-italienne, descendu en Italie, remonté sur le fil des Alpes carniques, et on a suivi cette arête, c'est une très longue arête, pendant plus de 8 jours. Alors, ça fait du bien, Patrick? Ça vivifie. Ça va. Dans les Dolomites, on passait vraiment aux choses sérieuses. Et les deux premières voies, c'était la Cassin dans la face nord de la Cima Ovest et la Brandleras dans la face nord de la Cima Grande. Et ces deux voies vraiment importantes qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Et dans la Cassin, la première de ces voies, il a fait vraiment très froid. C'est pas le cul, hein, Patrick, hein? Il fait frais, hein. Frais, ouais. C'est une hivernale, ouais. Ouais, vas-y. C'est cassé, c'est déjà les grosses tasses talons. Et ouais, qu'est-ce que tu crois à l'époque? Au milieu de la face nord de la Cima Ovest, Ricardo Cassin est tombé sur une impasse. Il était bloqué. Alors il a imaginé une grande traversée horizontale de 80 mètres au-dessus des grands surplombs de la paroi. Et c'était vraiment très courageux de sa part de s'engager comme ça, parce qu'au bout d'une telle traversée, tu ne peux plus redescendre, le retour est pas du tout évident. Et après la traversée, il a trouvé un chemin finalement qui l'a conduit jusqu'au sommet. Et dans le haut de la paroi, il y a, dans les 100-200 derniers mètres, on trouve de la neige et de la glace. Et on est en chaussons d'escalade. Et Patrick, en haut de la Cima Ovest, il me dit, mais... Bon, qu'est-ce que tu me dis, Il là? me dit, mais c'est incroyable. Hein. Il me dit, 20 ans après, les mêmes conneries, hein, en chaussons dans la neige. Il m'a dit, t'as pas changé. 20 ans après, c'est toujours les mêmes conneries, quoi. Ouais, c'est très belle ambiance. Ouais, belle ambiance. Après la Cassin, on a enchaîné avec la voie Brandleras dans la face nord de la Cima Grande. Je dis, quand on passe en tête, c'est des fois un peu loin, un peu pourri, quoi. Hein? C'est quand même les pitons de l'époque. Hein? Et là, on a trouvé une ambiance vraiment très dolomitique, très raide, très impressionnante. Attends, voilà, excuse-moi. Bon. Alors là, on va se faire tous les surplombs, là-haut. Hein. À mon avis, il y a 4 longueurs, d'après le topo, 4-5 longueurs. Surplombe, hein? Ça donne, hein, quand même. Hein. Ouais. Et puis bon, tout mouillé, hein, gelé. Hein. On comprend, c'est une voie historique. Hein. Ouais. Putain, c'est cette ambiance qu'il y a là-dedans. Ok. Pas une bonne prise. Alors c'est un essai, hein? On rigole pas. Ouais. Oh putain. Il marche là? Ouais, ça marche là. Voilà. Le zoom. On est au sommet. Au sommet de la Cima Grande. Exactement. Une de plus, hein? Et une de moins, comme dit l'autre. Ouais, parce qu'il y en a encore beaucoup pour toi. Bon, ça bouge un peu peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on y est dedans. On verra. Quoi? Allez, ciao les biloutes. Maintenant qu'on s'est bien amusé, qu'on s'est bien pelé, on va les bouffer, hein? Après, vous avez continué dans les Dolomites? Oui, on a continué dans les Dolomites vers un sommet qui s'appelle la Civetta.
Et la marche nous a pris 5 jours environ, je crois, pour l'atteindre. Et on a utilisé pas mal de via ferrata dans ce raccord. C'était vraiment magnifique. La face nord de la Civetta, à son point le plus haut, il fait 1200 mètres de haut. Et c'est aussi une face très très large. Elle fait environ 7 km de large, je crois. C'est une immense paroi, la plus grande des Dolomites, et on l'appelle aussi la paroi des parois. Dans cette paroi, on a 3 projets. Et en 3 jours, on va faire les 3. On commence d'abord par la voie Soledeur, une vieille voie ouverte en 1925. Ok. Et le deuxième jour, on se retrouve dans le Philippe Flamme, le dièdre Philippe Flamme. Alors, les renfouilles continuent. Ouais, la super renfouille. Avec vue sur le lac. le lac. Comme Annecy. Et là, au milieu de la paroi, dans une grande cheminée, dans le fond d'une grande cheminée, il y a un petit trou par lequel on est obligé de passer. On ne peut pas faire autrement. Oh, mais le gros, il passe pas là. C'est ça que vous le passiez avant? Je crois. Mais moi, oui, je l'ai passé avant. Mais Patrick, non. Et comme il est plus costaud que moi, il a dû batailler. Quand je fais bouger les jambes. Attends, mettre un talon. Voilà. On tourne dans l'autre sens. Aïe. Voilà, je me suis mis pire dans le cul. Et on a fini la Civetta par le dièdre Livanos à la Alto. Livanos, c'est un alpiniste écrivain de Marseille et son dièdre, c'est quelque chose. Tu vois, dans les Dolomites, c'est souvent des voies très engagées, dans lesquelles il y a vraiment peu d'assurance et le rocher est souvent friable. Il faut vraiment rester très concentré jusqu'au bout, très attentif, parce que l'erreur ne pardonnerait pas. Et je veux dire, tu chantes pas fleurette dedans, quoi. Hein. Tu regardes bien où tu mets les pieds et les mains, et sacré voie. Hein. Alors ma chérie, une de plus. Je suis bloqué. Ouais. Hein? Je pense au début. À droite, non, ouais, sur ce regarde. Ouais, sur ce petit vitard. Sur le triangle. Sur le triangle. Ouais, sur le Et après? On continue sur un sommet qui s'appelle la Marmolada. C'est le plus haut sommet des Dolomites. Il fait 3300 mètres d'altitude à peu près. Et puis là, ouais, ça traverse beaucoup en fait. Sur son versant sud, il y a une voie mythique des Dolomites, mais même de la planète escalade, à travers le Poisson. Andiamo. Oh putain. Vive les chaussons neufs. C'est pour ça. C'est peut-être ça qui va être le plus dur en fait. C'est les chaussons neufs. L'escalade, c'est l'homme qui va vers le rocher et qui cherche à s'y adapter, à le grimper, mais en le respectant tel qu'il est. Ça a l'air bolard comme rocher. Eh bien, l'escalade que je te décris là, c'est un chef-d'œuvre, c'est une éthique et c'est un respect de la paroi telle qu'elle est. Et si on n'y arrive pas, tant pis, on s'en va. Elle sera pour d'autres ou peut-être jamais, mais c'est pas grave. Donc Patrick, il y a la perturbe qui arrive, dépêche-toi. C'est une voie qui est magnifique par la qualité du rocher, par le vide, l'ambiance qu'on y trouve, par l'intelligence de l'itinéraire, et puis parce que ça pousse
le grimpeur à s'engager. Vas-y. Superbe. Ça, hop. Cul, hein? Ça va? On s'est fait secouer. Comment ça s'est passé? La fois, on s'est chopé une monstre secousse en haut. Vous avez pu sentir la voie? On était à 5 mètres, 10 mètres de la voie. Du sommet, une petite longueur facile, quoi. Donc c'est comme si c'était fait quasiment, ça c'est sûr. Mais bon, par contre, de dernière longueur, ça a pété d'un coup. Mais la grêle, la neige, le vent, on n'était pas équipé pour, je te dis pas. Oh putain, aujourd'hui c'était vraiment l'aventure. Senti che buono. Grazie. Missia. Bella rossa. Missia. 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 Senti che buono. Ah, Hai visto che c'è il parafulmine appena di là? Sì. C'è quella corda metallica si, che scarica qua, no? ça a pété dessus. E là, va là, je sais, j'ai vu. Il n'y aura pas trop de monde aujourd'hui. On a fini les Dolomites par le pied des Français au Crozon di Brenta et la voie de Tassis à la Brenta Alta. Ça fait que finalement avec Patrick on a enchaîné en 3 semaines 9 grands itinéraires de ce massif qui est vraiment immense, en faisant les liaisons tout à pied, des centaines de kilomètres. On a eu beaucoup de chance de pouvoir enchaîner tout ça, parce que je sais que beaucoup d'alpinistes rêveraient de le réaliser dans leur vie. Après, il a fallu marcher 1 semaine pour rejoindre les Alpes centrales et le Piz Badil. Et là, on a notamment traversé le massif de l'Adamello. Voilà, les vestiges de la guerre. Venir s'entretuer sur des montagnes aussi belles, tu le crois, toi? Je te parle de ça parce que là, il y a eu une guerre vraiment très meurtrière et je peux te dire qu'il en reste beaucoup de traces. Ça devait être impressionnant quand même, non? Ouais, c'est la première fois que j'ai ressenti aussi fortement la guerre. Et après les Dolomites, Patrick, il est resté avec toi? Oui, bien sûr, parce qu'on devait faire ensemble la face nord du Piz Badil et du Piz Ciangalo qui sont normalement des voies rocheuses. Mais en fait, pendant cette jonction, on a pris du mauvais temps sans arrêt sur la tête, il a neigé non-stop, et lorsqu'on est arrivé, on a découvert les parois complètement ensevelies de neige. Et là, Patrick, qui n'était pas venu pour ça, a décidé de s'arrêter. C'est frustrant, c'est clair, j'aurais bien aimé continuer jusqu'à la fin, mais bon. C'est surtout un peu la tristesse d'arrêter, parce que quand tu es pris dans un engrenage comme ça, tu es hors du monde, hein. Ça te lave la tête de tous les petits problèmes quotidiens. C'est bien, ça permet de relativiser plein de choses, ça permet de faire le point à une certaine période de ta vie sur ce que tu as réellement envie de faire, comment tu as envie de la vivre. Donc il va certainement s'opérer des changements dans les mois à venir en ce qui me concerne. Et puis t'apercevoir qu'en fait ta place elle est là, quoi. Parce que ça, là je suis bien là-dedans, dans cet élément, ça me plaît, quoi. C'est ma vie. C'est ma vie depuis plus de 25 ans et j'y suis bien, je suis heureux, quoi. Voilà. C'est son histoire à lui, il faut qu'il la vive lui entièrement.
Et c'est bien aussi sur le plan humain de la partager avec des gens qu'il aime bien dans différents domaines. Non, c'est super, quoi. C'est une super idée, c'est un super projet, c'est une super réalisation qu'il est en train de faire et c'est vraiment très très bien. C'est digne de lui.